Les deux pires erreurs que je vais voir chez les passionnés d'entraînement qui les empêchent de se mettre en shape, qui les empêchent d'avoir le résultat qu'ils veulent malgré tous leurs efforts, leur bonne volonté et tout le temps qu'ils mettent sur l'entraînement. La première erreur, c'est au niveau de l'entraînement. Donc, quand on va parler d'un passionné d'entraînement, généralement, ça va pas leur déranger de mettre du temps à l'entraînement. Donc, une pire erreur que je vais voir, c'est des gens qui vont passer littéralement 2 heures à s'entraîner quand ils vont s'entraîner, ou qui vont s'entraîner 7 jours par semaine, ou encore pire, qui vont s'entraîner 2 heures par jour, 7 jours par semaine. Si quelqu'un est capable de faire ce volume et cette fréquence-là d'entraînement, en fait, il y a 3 raisons possibles. La première raison, c'est que la personne ne met pas l'intensité nécessaire pour stimuler une adaptation, donc pour avoir des résultats. Donc, c'est sûr que si on s'entraîne à moitié, qu'on va jamais à l'échec musculaire, qu'on n'utilise pas des charges suffisamment lourdes, on va juste jamais stimuler une réponse en hypertrophie ou en force. Donc, ce qu'on va faire, ça va être un peu une perte de temps. Donc, si on s'entraîne pas assez fort, définitivement, on peut supporter tout ce volume-là. Ceci dit, si on s'entraîne suffisamment fort pour stimuler une réponse, puis qu'on est un humain normal, on va dépasser notre capacité d'adaptation. Ce qui veut dire que nos systèmes, à un certain point, seront plus capables de s'adapter à ce stress-là. Parce que c'est ça, hein, l'entraînement. On va stresser le corps, on va causer des dommages, on va stimuler une réponse, une adaptation en fait, puis suite à ça, le corps va s'adapter. Mais si on stimule trop souvent et juste trop, à un certain point, on va dépasser notre capacité d'adaptation. Puis c'est là qu'il va commencer à avoir des problèmes au niveau des systèmes du corps. Ça va premièrement débalancer les hormones, mais les tissus ne vont pas se réparer à la vitesse qu'ils devraient se réparer, ce qui va augmenter nos risques de blessures. Puis au final, quand on fait ça pendant trop longtemps, ce qui va arriver, c'est que on va simplement épuiser nos systèmes. Donc, on va probablement juste tomber malade ou on va perdre le goût de s'entraîner. On va définitivement voir une diminution de nos performances, possiblement une perte aussi de notre masse musculaire, jusqu'au point où est-ce qu'on va littéralement frapper un mur, OK? Qu'on va être juste trop épuisé et on va être forcé à prendre un repos. Ou sinon, ça va être des blessures qui vont survenir littéralement. Donc, que ça soit une tendinite, que ça soit une rupture totale d'un tendon, peu importe. Il y a des blessures qui vont survenir quand on récupère pas suffisamment. Donc, c'est un gros point. Le troisième facteur qui pourrait faire en sorte qu'on est capable de tolérer tout ça, c'est qu'on utilise une aide pharmacologique. Donc, on va utiliser de la testostérone ou d'autres produits dopants qui vont amplifier notre récupération, qui va accélérer notre récupération à un niveau qui est surhumain, dans le fond, qui est supraphysiologique. Donc, ça va être ça. Les gens qui vont utiliser des stéroïdes anabolisants, c'est qu'ils vont augmenter certaines hormones à des niveaux qu'on dit supraphysiologiques. C'est des niveaux qu'aucun humain pourrait naturellement produire ces niveaux d'hormones-là. Et ça va faire en sorte que la récupération va être vraiment plus rapide, donc on peut en supporter beaucoup plus. L'affaire, c'est que le corps n'est pas fait pour avoir ces quantités d'hormones-là dans le corps. Donc, il va y avoir des processus qui vont être enclenchés pour essayer de ramener ces hormones-là à des niveaux normaux. C'est ça qui va faire qu'on va se ramasser avec des niveaux d'estrogène trop élevés. C'est ça qui peut faire en sorte qu'il va y avoir des problèmes au niveau du foie, de l'acné, peu importe. Ça peut amener aussi d'autres problèmes à long terme de santé. Donc, c'est pas une solution, ça serait pas, disons, la première voie à prendre. Donc, ce qu'un humain normal va généralement être capable de tolérer, ça va être environ 3 à 5 sessions de 45 à 60 minutes. Quelqu'un qui veut gagner en masse musculaire principalement et en force, ça va être ça qu'on va viser. C'est sûr qu'il y en a que ça peut être moins que ça, il y en a que ça peut être plus que ça, mais en moyenne, ça va tourner dans ces alentours-là. Mais en vrai, c'est qu'on veut commencer avec le minimum nécessaire, puis pouvoir voir une progression, et de là, on va augmenter quand on atteint des plateaux. Le problème souvent avec les passionnés d'entraînement, c'est qu'ils vont vouloir que ça aille encore plus rapidement, donc ils vont augmenter trop tôt jusqu'à temps qu'ils atteignent leur plafond. Ils vont se dire peut-être j'en fais pas assez encore, fait que je vais en faire encore plus, alors que là, ils ont atteint leur plafond, qu'ils en font littéralement trop.
Là, il continue à en augmenter, puis là, à un moment donné, c'est que tu sais plus, j'en fais-tu trop ou pas assez? Tu veux toujours commencer avec le minimum nécessaire et augmenter à partir de là et faire une progression qui est logique dans le temps. C'est ça qu'on appelle la périodisation à l'entraînement. Donc, ça, c'est l'erreur numéro 1. Donc, quelqu'un qui veut s'obstiner à continuer ça, malgré le fait qu'il y a des symptômes de surentraînement, qu'il n'y a pas une progression, il va arriver deux choses. Soit que la personne va frapper un mur ou elle va commencer à prendre des produits dopants trop tôt, ce qui est jamais une bonne solution en fait, là, parce que quand tu commences, tu n'arrêtes jamais. Tu peux pas arrêter et penser pouvoir recontinuer à progresser. Quand tu vas arrêter, tu vas régresser où est-ce que tu étais. Donc ça, c'est l'erreur numéro 1 que je vois très souvent. L'erreur numéro 2, c'est au niveau de la nutrition. Fait que quand on parle encore là de quelqu'un qui est passionné d'entraînement, la passion souvent va venir avec des comportements un peu plus extrêmes. Donc, c'est pas rare de voir quelqu'un qui a l'attitude all in, all out. Donc, va commencer une diète en se disant, je commence la diète demain, lundi. Fait que là, la personne, il va trop extrême. Fait qu'il va, là, poulet bouilli, brocoli, riz blanc, plain, à tous les repas, du blanc d'œuf pour déjeuner. Puis, c'est ça la diète du lundi au vendredi. Il n'y a pas de place au plaisir, il n'y a pas de place à rien. Vraiment extrêmement strict. Donc, la personne, ça prend quelques jours qu'elle se tanne, là, tu sais, qu'elle va trouver sa vie plate, qu'elle va trouver son alimentation ben trop fade. Ce que ça fait, ça, c'est que ça va jouer au niveau de la tête. Ça va souvent affecter la capacité de raisonner logiquement. Donc là, la personne va, par exemple, voir, en regardant des affaires sur Internet, que dans le bodybuilding, par exemple, ils vont faire ce qu'on appelle des carb-up, des refeeds. Souvent, ça va être utilisé juste avant de monter sur le stage. Parce que dans le processus pour faire une sèche extrême, les réserves de glycogène vont être vraiment amoindries, ce qui aide pas le physique. Donc, ça devient nécessaire de faire ça à la fin pour avoir un look optimal, disons, pour maximiser là, le volume musculaire, puis la vascularité, puis tout ça. Donc, ce processus-là, en fait, c'est d'augmenter significativement la quantité de glucides qu'on va consommer dans les jours ou la semaine avant l'événement. Donc, la personne que ça fait une semaine ou deux qu'elle suit sa diète extrême va voir ça, puis là, va se dire « J'ai sûrement besoin de ça », parce qu'en quelque part, on essaye de justifier notre envie, parce que, comme je disais, le raisonnement est amoindri à cause de la diète extrême qu'on va suivre. Fait que là, la personne va se convaincre elle-même qu'elle a besoin de ça, alors que son pourcentage de gras est peut-être même pas en bas de 15%. C'est de là vient le fameux terme cheat day. Mais un cheat day, personne ne fait ça dans le monde. Tu sais, dans le monde de l'entraînement, personne ne fait ça pour que ce soit bénéfique. Mais souvent, les passionnés d'entraînement vont utiliser ça parce qu'ils se justifient à eux-mêmes le fait de manger de la cochonnerie pendant une journée de temps, juste parce qu'ils se sont ben trop privés, ben trop drastiquement, alors que c'était pas nécessaire. Puis là, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver, mettons, le vendredi soir. Fait que là, je commence mon refeed. Fait que là, c'est all out, là, de la pizza, des biscuits, des bonbons. Puis là, le lendemain, la personne a pas encore le look là, d'un bodybuilder de stage. Mais c'est normal parce qu'elle a encore probablement 30 livres de gras à perdre. Fait que là, elle se dit, ben, j'ai pas encore ce look-là, j'ai probablement pas fait un assez gros carb-up, je vais continuer. Fait que des crêpes au chocolat le matin, fait que là, le midi, on va aller chez Subway, je vais me prendre des biscuits en plus. Puis là, ça va s'étirer souvent trop longtemps. Fait que, tu sais, au lieu de durer une période qui aurait été peut-être acceptable, ben là, ça va durer 1-2 journées. Ce qui va être amplement suffisant pour complètement gâcher tous les effets de la semaine. Fait que là, le lundi, la personne va recommencer le même cycle, recommencer sa diète extrême, puis la fin de semaine suivante, recommencer son cheat day, souvent qui va déborder de plus qu'une journée. Puis là, tu vas voir ça, puis là, après quelques mois, la personne n'a juste aucun résultat, mais a commencé à développer une genre de relation malsaine avec la nourriture, une relation all in, all out, pas de juste milieu. Mais la réalité, c'est que on n'a pas besoin d'aller manger aussi extrême que ça, à moins d'être quelques mois avant une compétition de fitness, par exemple. Puis la personne qui va entamer ce processus-là, généralement, elle a un body fat qui est déjà très acceptable. Donc ça, c'est un comportement que je vais voir souvent qui est quand même assez problématique. Puis, tu sais, là, je vais dire quelque chose d'important. À moins là d'être rendu avec les jus creuses,
avec un 6-pack avec des veines qui traversent dessus, de trouver que ça commence à être un effort de monter des escaliers tellement qu'on commence à être fatigué et à bout de suivre une diète extrême parce qu'on se prépare pour une compétition, par exemple, on n'a probablement pas physiologiquement besoin d'une journée de refeed. Probablement qu'un repas par semaine serait suffisant. Et un autre point important, c'est que, tu sais, ces fameux refeeds-là, c'est pas des refeeds de pizza, puis de jujubes, puis de gâteaux, puis de tout ce que tu veux, là. Oui, ça se peut qu'il y ait des fois des aliments comme ça, mais ça va quand même rester majoritairement du riz, des patates, des affaires comme ça, des aliments complets qui étaient déjà dans l'alimentation auparavant, mais juste en plus grosse quantité. Fait que là, si je te dis, oui, tu as le droit d'un cheat day, tu as le droit de manger des patates douces bouillies en quantité illimitée, tu as le droit de manger du riz blanc en quantité illimitée quand tu fais ton cheat day, probablement que tu vas te dire, bon, finalement, je vais juste pas faire de cheat day. T'sais. Donc, ça, c'est un autre gros problème, d'y aller vraiment all in, all out. Moi, ce que j'essaie d'apprendre aux gens, c'est justement être capable de contrôler mieux ce qu'ils mangent, leur apport, leurs macronutriments, en gardant un certain fun, une certaine flexibilité dans leur nutrition pour avoir des résultats sur le long terme. Donc, ça, c'est, je dirais, les deux pires erreurs que je vais voir chez les passionnés d'entraînement. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que vous allez partager parce que je suis persuadé que ça peut aider plein de vos amis et je vous dis un gros merci de votre écoute.